Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Esthétique. Collection fondée par Jean-Louis Deshottes. Dirigée par Jean-Marc Lachaud. Pour situer notre collection, nous pouvons reprendre les termes de Benjamin annonçant son projet de revue, Angelus Novus. En justifiant sa propre forme, la revue dont voici le projet voudrait faire en sorte qu'on ait confiance en son contenu. Sa forme est née de la réflexion sur ce qui fait l'essence de la revue, et elle peut non pas rendre le programme inutile, mais éviter qu'il suscite une productivité illusoire. Les programmes ne valent que pour l'activité que quelques individus ou quelques personnes étroitement liées entre elles déploient en direction d'un but précis. Une revue, qui expression vitale d'un certain esprit, est toujours bien plus imprévisible et plus inconsciente, mais aussi plus riche d'avenir et de développement que ne peut l'être toute manifestation de la volonté. Une telle revue se méprendrait sur elle-même si elle voulait se reconnaître dans des principes, quels qu'ils soient. Par conséquent, pour autant que l'on puisse en attendre une réflexion, et bien comprise, une telle attente est légitimement sans limite. La réflexion que voici devra porter moins sur ses pensées et ses opinions que sur les fondements et ses lois. D'ailleurs, on ne doit plus attendre de l'être humain qu'il ait toujours conscience de ses tendances les plus intimes, mais bien qu'il ait conscience de sa destination. La véritable destination d'une revue est de témoigner de l'esprit de son époque. L'actualité de cet esprit importe plus à mes yeux que son unité ou sa clarté elle-même. Voilà ce qui la condamnerait, tel un quotidien, à l'inconsistance si ne prenait forme en elle une vie assez puissante pour sauver encore ce qui est problématique, pour la simple raison qu'elle l'admet. En effet, l'existence d'une revue dont l'actualité est dépourvue de toute prétention historique est justifiée. Dernière parution. Gisèle Grammare, Au les vieux jours ou la succession des âges. Assemblage achronique, 2020. Hilaria Brocchini, En deçà des apparences, 2018. Denis Skopin, Oedipe sous l'objectif, La psychanalyse et la photographie, 2018. Pascal Krajewski, Art Médium Média, 2018. Jean-Louis Deshottes, W. Benjamin littéralement, 2017. Martine Lefebvre-Deshottes, Les campeurs de la République, 2017. Du même auteur. L'art au risque de la technologie. Les appareils à l'œuvre, L'Harmattan, 2013. L'art au risque de la technologie. 2. Le glaçage du sensible, L'Harmattan, 2013. L'ordre technologique, Ovadia, 2016. L'enquête, sur l'art de Marc-Antoine Mathieu, PLG, 2016. Art Médium Média, L'Harmattan, 2018. Ce livre est issu du travail mené dans la revue en ligne Appareil, de la MSH Paris Nord, en 2019 à 2020. L'article Cœur, Trèfle, Carreau, Pique, Les joueurs qui vont au donjon, de Richard Bartle est inédit pour cette édition papier. Dans un souci de place, les bibliographies ont été supprimées. Les références bibliographiques restent précisées en note de bas de page. Les bibliographies complètes peuvent être retrouvées sur la version en ligne du dossier. https://journals.openedition.org/appareil/3808. L'artiste Pantocrator, le créateur de jeux vidéo au travail. Pascal Krajewski. Pascal Krajewski est docteur en sciences de l'art, chercheur associé à la faculté des beaux-arts de l'Université de Lisbonne, laboratoire Cieba. Son travail de recherche porte sur l'art des nouveaux médias, la technologie, les appareils, les images, la bande dessinée. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'art au risque de la technologie 2013, L'ordre technologique 2016 et Art Médium Média 2018. La place du spectateur. Majoritairement, le régime des œuvres d'art est le suivant. Un objet déterminé est reçu par un spectateur qui est libre de l'interpréter à sa guise, si possible dans l'horizon proposé par l'auteur, consciemment ou non. C'est un régime que l'on pourrait qualifier de factuel et interprétatif. Le régime des jeux vidéo, comme de toute œuvre interactive, est différent. Un programme source, gros d'une multiplicité de possibles, est activé par un spectateur qui décide en partie de la forme que prendra son expérience interactive privée. C'est un régime virtuel et actualisé. Envisageons un instant que ce second régime soit compatible avec l'idée d'art, autrement dit qu'un art interactif soit possible.
Le régime traditionnel de l'œuvre d'art suppose un spectateur placé à la troisième personne, extérieur à l'œuvre. Il n'est certes pas passif face à cette dernière, puisqu'il la découvre et la comprend de façon singulière, en fonction de son histoire personnelle et de sa disponibilité du moment, mais il n'intervient pas dans la forme prise par l'œuvre. L'œuvre d'art y est un spectacle exogène, formellement déterminé, à découvrir, à faire résonner, à faire sien, mais toujours depuis une position extérieure. Œuvre et spectateur sont sur deux plans distincts. La relation objet d'art-spectateur est même paradigmatique d'une relation existentielle entre l'objet et le sujet. Le sujet pose l'objet en face de lui en observant la chose du dehors, et ce faisant se constitue en sujet raisonnable et sensible. Or, le régime nouveau de l'art interactif, et spécialement du jeu vidéo, suppose, lui, un spectateur à la première personne, partiellement intégré au mécanisme de production formelle de l'œuvre, codéterminant sa manifestation, c'est-à-dire son actualisation parmi un ensemble de possibles prédéterminés par le programme qui contient virtuellement tous les déploiements de l'œuvre. L'œuvre est une expérience vécue de l'intérieur. Œuvre et spectateur s'hybrident pour donner forme à une actualisation particulière, fruit des puissances calculatoires de l'œuvre appareillée et de la relation nouée avec son interacteur. Objet et sujet ne se font plus face, ils nouent des interrelations, se répondent et se nourrissent à chaque instant, se codéterminent. Passer d'un objet d'art à percevoir à la troisième personne à un objet interactif à activer à la première personne va impliquer des changements drastiques dans les attendus esthétiques. Toute tentative autocritique de l'art contemporain considérée, la peinture de la Renaissance et ses théories esthétiques restent d'actualité pour l'œuvre factuelle. L'œuvre est une fenêtre ouverte sur un autre monde, elle est là pour en rendre compte sur les modes très rationnels et perceptuels de la représentation et de l'expression. Dans sa théorie esthétique, Théodore Adorno retient deux principes clés au bon fonctionnement d'une œuvre d'art: l'apparence et l'expression. L'apparence, Erscheinung, est pour lui l'accomplissement mimétique propre de l'œuvre d'art, une ressemblance à soi, autoreprésentation pourrait-on dire, et l'expression est le visage plaintif des œuvres. Le non subjectif dans le sujet, moins son expression que son empreinte. L'objet d'art factuel est apparence. Il se représente en représentant un objet, une situation, un mouvement, une sensation, et il exprime non subjectivement un sentiment, un sens, une émotion, une révolte, une force, une colère, etc. En effet, la nature de l'objet d'art traditionnel est de se manifester uniment à un spectateur. À partir du moment où l'œuvre d'art doit être vécue à la première personne, il faut pouvoir insérer le spectateur dans la représentation proposée et l'installer dans l'expression recherchée. Tout spectateur avec sa singularité, ses envies, ses besoins. La représentation devra donc être labile, fluide, tandis que l'expression s'instillera par une sensibilisation physique du corps de l'interacteur. C'est donc moins la représentation et ses qualités pures, visuelles ou narratives, qui primera que la simulation, d'un monde, d'une action, d'un possible, et l'expression de l'œuvre laissera place à l'inspiration de l'interacteur, par un sentiment, une sensation. La représentation fait référence, dénote une situation, réelle ou imaginaire, qu'elle détermine entièrement. La simulation génère un monde fictif sui generis, dont elle ne dévoile chaque fois qu'un fragment de vie. L'expression est une propriété de l'objet. L'inspiration s'intéresse exclusivement aux effets induits dans la chair et l'esprit du spectateur et consiste à instiller des sensations et des émotions par des moyens classiques. Les qualités esthétiques de l'objet et interactif, l'excitation des sens du spectateur. Inspiration et simulation sont donc la continuation hypermoderne, technologique, virtuelle des deux piliers esthétiques de l'objet d'art factuel, l'expression et la représentation. Une telle descendance pourrait raisonnablement être considérée comme une possible continuation du rôle et des qualités de l'art. En se technologisant, cette nouvelle œuvre d'art se renie peut-être moins comme art qu'elle ne se complique. Au régime sémiotique, sémantique et symbolique de la représentation et de l'expression, va venir s'ajouter une dimension pragmatique qui intègre le spectateur dans l'œuvre, lui fait quitter sa place exogène de troisième personne pour lui faire endosser celle à la première personne de co-créateur endogène. Ce changement de place du spectateur, de la troisième à la première personne, dans la manifestation de l'œuvre d'art voulue par un artiste tiers, nous semble fondamental du changement corrélatif qui doit s'opérer dans la création de l'œuvre. L'art de l'artiste interactif sera de simuler un monde et d'inspirer un corps interacteur.
Ces outils spécifiques seront technologiques et informatiques, ce qui augure une nouvelle forme de pensée créatrice. D'un point de vue objectal, on pourrait considérer que le jeu vidéo est l'une de ces sortes d'art interactif, fameuses car largement répandues auprès du public. Il est sans doute d'abord et avant tout, un art interactif de masse. Son syntagme même ne doit pas nous tromper. Il est parfois moins ludique qu'interactif. La partie de solitaire que l'on lance sur un ordinateur lorsque l'ennui nous gagne ne nous désennuie pas vraiment. Le joueur qui échouant 50 fois sur un passage ardu se rend fou de rage, éprouve-t-il un plaisir ludique ? Et il est parfois moins visuel que fonctionnel. Il existe des jeux purement textuels, de même que les purs visuels peuvent suffire à accrocher l'œil et provoquer l'addiction, comme l'a démontré la longévité des apostrophes. Un Pong, Nolan Bushnell et Alan Alcorn 1972. S'il n'est pas essentiellement ludique ni visuel, le jeu vidéo est essentiellement interactif. S'il est ludique, il n'en est pas nécessairement non artistique. S'il est artistique, ses enjeux créatifs propres se rattacheront à ces deux voies, simuler et inspirer. L'art de la simulation. En quoi consiste cet art de la simulation propre aux jeux vidéo ? En quoi se départit-il de l'art de la représentation propre aux arts plus classiques ? En tant qu'art technologique, le jeu vidéo fonde sur les puissances calculatoires des ordinateurs et les richesses appareillées des interfaces, des capacités d'invention de formes sans précédent. Les formes visuelles et sonores, d'abord, sont des formes synthétiques dont les qualités se sont tellement améliorées en quelques décennies qu'on peut leur prédire un avenir impeccable. Son enveloppant naturel, images hyper-réalistes, mouvements fluides, etc. Simuler consistera d'abord à produire des univers phénoménologiques irréprochables pour la sensibilité humaine, une invention des apparences inouïes. L'image représentante, statique, déterminée et parachevée se voit troquée contre une image simulée, dynamique, sans cesse recalculée et réaffichée, jamais figée car intégrant les éléments d'un contexte variable. Ce contexte est largement objectivé. L'image technologique n'est pas faite de touches de lumière ou de couleurs, mais d'apparitions d'objets selon un certain point d'observation. L'image n'est pas créée une fois pour toutes, posant l'apparaître d'objets depuis un certain point d'observation, ce qu'accomplit la perspective, c'est l'essence des objets qui est codée afin de pouvoir fournir autant d'affichage que de points de vue, ce que réalisent les moteurs 3D. Il n'y a pas d'image, il n'y a qu'une pléiade d'objets, définis en leur taille, poids, couleur, texture, résistance, emplacement relatif, etc. L'apparence finale n'est pas du ressort du créateur, mais de l'interface de visualisation. Certes, le créateur technologique passe son temps à vérifier le rendu de sa configuration objectale selon des points de vue privilégiés, mais ce n'est pas cette vision finale qu'il corrige, c'est le code qui détermine l'agencement des objets numériques. De plus, ces objets ne servent pas seulement comme motif ponctuel dans l'image, mais comme ingrédient de l'image globale. L'effet qu'ils ont sur la lumière qui s'y reflète ou sur le son qu'ils étouffent influence toute l'image produite. Car c'est là la troisième composante de cette figuration synthétique, elle est modélisée. Elle intègre en son sein des approches et des dimensions processuelles et génétiques. Elle est autant connue dans son apparence et son essence que dans son énergie, ou plus exactement sa dynamisme, par son paraître instantané que par l'équation qui définit son déploiement temporel. La physique propre à chaque jeu est l'aspect le plus important et le moins visible d'un travail inépuisable. On pourra toujours aller plus loin dans la modélisation d'effets de réel. On peut modéliser la gravité, l'effet du contact des objets, celui des chocs, le lancer de diverses armes, les brumes, les fumées, les reflets, la fatigue, etc. La copie du créateur est vierge, charge à lui de tout créer. Il ne copie pas les processus du réel, il invente les siens en les codant. Cela signifie qu'une telle image intègre en son sein une certaine vitalité. Sous l'influence du contexte de l'interaction, du milieu que forment les différents éléments de l'univers, et des effets ambiants codés comme des processus mathématiques, l'image technologique est vivace. Le son et l'image perçue par le spectateur dépendront de sa place, son orientation, de l'heure, la météo, les objets environnants, pour ne citer que quelques éléments objectifs de l'univers alentour. À ce stade, on pourrait dire que la simulation est une représentation synthétique objectivée, doublée d'effets de réel modélisés. Telle est la réalité de terrain de tout artiste technologique.
Il nous semble que l'œuvre vidéoludique ajoute de nouveaux traits à cet état de fait, traits qu'il nous faut aller chercher non plus dans la généalogie plastique de la discipline mais dans son obédience narrative. Car de même que l'on pouvait dire que l'image picturale classique représente, on pourra aussi soutenir que le discours romanesque représente une histoire, des personnages, des caractères et des évolutions. La représentation fictionnelle est la mise en forme déterminée, balisée et orientée d'un morceau de vie d'un tiers fictif, que l'on suit du dehors. Le créateur vidéoludique relève à nouveau plusieurs paris pour proposer une simulation de vécu, à expérimenter de l'intérieur. La première force du langage narratif de jeux vidéo tient à sa capacité à sortir du modèle linéaire de la trame narrative. Le déroulement de l'action n'est pas, disons, peut ne pas être linéaire, fixé à l'avance. Cette liberté d'action tient soit à la capacité de mouvement du protagoniste, ici le joueur, soit à sa latitude devant l'enchevêtrement de quêtes secondaires, soit à l'ouverture totale du monde proposé. Les mondes ouverts présentent là un sommet du genre. Les développeurs proposent un vaste jeu souvent multijoueur dans lequel les participants sont invités à errer à leur guise, agrémentés de quêtes locales qu'ils sont libres de suivre ou non, englobés dans un fil narratif qu'ils sont susceptibles d'ignorer, le tout en perpétuelle évolution en fonction des avancées des personnages non-joueurs, des désirs exprimés des joueurs, des volontés propres des créateurs et des financements disponibles. Simuler une histoire vidéoludique, pour les jeux qui en ont, c'est dans un univers déjà créé, jalonner le chemin du joueur d'actions et d'informations directives qui le conduiront à travers un maquis d'étapes possibles vers l'une des fins préfigurées. La simulation des actions relève de deux ordres. D'une part se trouvent les actions possibles et la gestique propre et souvent évolutive de l'avatar, dont les capacités s'accroissent ou s'adaptent avec le contexte narratif qu'il affronte, puissance des armes, capacité à voler ou escalader, et en regard celle des objets ou personnages antagonistes. Cela signifie que les avatars sont associés à des caractéristiques quantifiées, sont reliés à la physique du monde et souvent soutenus par une aide tacite de la machine. Les mouvements réalisés par le joueur peuvent être fébriles, son avatar réussira son geste sans férir. D'autre part sont conçus les épisodes directifs, étapes souvent nécessaires dans le déroulement d'un des fils narratifs proposés, qui trouve dans la cinématique un moyen privilégié d'expression et souvent de célébration. Le créateur n'écrit donc pas une histoire comme le romancier, mais il tisse un réseau souvent très dense d'épisodes reliés entre eux, qu'il reviendra au joueur d'activer dans un ordre ouvert pour qu'il écrive son aventure personnelle. La simulation des caractères, enfin, est peut-être la voie la plus récente. Les personnages non-joueurs seraient des objets s'ils ne bénéficiaient de traits supplémentaires qui leur insufflent une caractérisation plus forte. Certes, ils sont d'abord et avant tout des vecteurs d'action, combat, orientation, et d'information, dialogue, qu'ils prodiguent en fonction de l'avancée du joueur. Ce sont des objets numériques renforcés de caractéristiques physiques, d'un comportement global et d'une batterie de dialogues qu'ils seront amenés à réciter ou non, mais ce sont aussi des nœuds privilégiés d'émotions et de sentiments. Le personnage est potentiellement un puits d'émotions pour lequel l'avatar rentre en sympathie. Cette émotion pourra transparaître dans un mouvement de visage, un dialogue, une action partagée, un échange intime. Son comportement est aussi le reflet de celui du joueur. Il pourra être ami ou ennemi, indifférent ou aidant selon l'état de l'avatar du joueur ou le choix que ce dernier fera dans son interaction sociale, et le vieux bougon que vous avez froissé en oubliant de frapper à sa porte pourra se dérider si vous tondez sa pelouse, sauf si vous avez eu le malheur de faucher ses tulipes. Les personnages non-joueurs, bien que de nature numérique proche de celle des objets, ont des valeurs ludiques et narratives tout autres, notamment du fait de cette sympathie qui nous lie à eux, cette sympathie qui est celle-là même que les arts narratifs investissent depuis des siècles. Là où la représentation narrative visait en partie à stimuler la sympathie personnage-lecteur, la simulation vidéoludique ambitionnera plutôt d'activer une empathie avatar-joueur, notamment en cherchant à recréer des liaisons sympathiques entre l'avatar et les autres personnages. Tels sont, nous semble-t-il, les deux paris de la simulation que le créateur de jeux vidéo doit relever. Non pas représenter une scène, mais simuler un monde, c'est-à-dire synthétiser un univers cohérent d'apparence réaliste, dans lequel s'insuffle une vitalité processuelle, non pas narrer une tranche de vie,
mais simuler des instants de vécu, c'est-à-dire plonger l'avatar du joueur dans une trame narrative cohérente, ouverte quoique dirigée, offrant une panoplie de caractères riches et réalistes. Loin de se contenter de produire un espace visuel ou un chemin narratif, elle propose un monde habité dans lequel le joueur peut déambuler et agir à sa guise. Elle invente un authentique Lebenswelt, à la fois un monde du vivant, Lebens, et un monde du vécu, Erlebnis. In fine, c'est une véritable simulation de la vie et de son cours qui se dessine, en tout cas qui est posée comme l'idéal de création de l'artiste vidéoludique. L'art de la simulation vidéoludique consistera donc à simuler un univers et une trame, pour en faire un monde habité que le joueur peut expérimenter. Le monde du jeu vidéo parle de world building, la construction d'un monde au sens plein du terme donc. L'inspiration au cœur du gameplay. L'art est expressif lorsqu'il exprime quelque chose d'objectif subjectivement médiatisé, tristesse, énergie, désir. Classiquement, l'artiste cherche à exprimer quelque chose par son œuvre, selon une certaine modalité médiante, de telle sorte que cette chose puisse être reconnue par le récepteur. Il n'est pas si simple de se sentir ému par une musique culturellement éloignée. Il est peu probable qu'un spectacle de No fasse fondre en larmes un occidental novice, et encore moins que le légendaire Tansen eût trouvé dans une cour européenne la place de choix qu'il avait chez le grand Mogol. Les artistes se sont évertués pendant des siècles à faire en sorte que leurs œuvres s'expriment proprement, c'est-à-dire singulièrement. À partir du moment où le spectateur est intégré dans le déploiement de l'œuvre, l'artiste peut chercher sa finalité non dans l'expression rattachée à l'objet d'art, mais directement dans l'inspiration qu'il veut produire chez le récepteur. Il lui importe moins de travailler à ce que son œuvre exprime quelque chose en soi, que de tester si son œuvre inspire bien quelque chose chez le joueur. Ce seront moins les qualités objectives de l'œuvre qui seront en ligne de mire que les effets produits chez le spectateur. Bien sûr, celles-là mènent à ceci, mais le créateur peut enfin agir selon son but. Inspirer des sentiments au joueur, littéralement souffler dans, animé par un souffle. Le jeu vidéo possède pour parvenir à ce résultat deux fondements mécaniques spécifiques. L'implication du spectateur dans son déploiement et des capacités à induire des sensations physiques sur le joueur. Un bon jeu vidéo est sensationnel. Il capte le joueur, le prend dans ses schèmes morphodynamiques et ludiques. La notion de game feel est peut-être la plus synthétique pour appréhender cela. Ce sentiment de jeu qui prend et surprend le joueur, captif ravi et incrédule de sa propre excitation, ou pour le dire dans les mots de l'un de ses théoriciens, Steve Swing. Le sens tactile et kinesthésique de la manipulation d'objets virtuels. C'est la sensation de contrôle dans un jeu. Une sorte de sensation virtuelle, mélange de visuel, de sonore et de tactile, l'une des plus puissantes propriétés de l'interaction homme-machine. Selon l'analyse de ce game designer, un game feel réussi tient à une recette mélangeant 5 ingrédients principaux. La prise en compte des entrées input du joueur et notamment l'importance des appareils d'interfaçage, manettes, clavier, etc. et des commandes proposées, boutons, joystick, etc. La qualité de la réponse apportée par la machine de computation qui est s'apostrophe. Accorde aux ordres donnés selon un panel très différent de possibles, voire le saut original de Mario, qui peut changer de direction en plein vol, et là encore avec un usage additionnel des interfaces de sortie, son stéréo, manettes vibrantes, etc. Le contexte mondain dans lequel l'avatar du joueur évolue, sa richesse, l'affordance des objets qu'on y trouve, le type d'obstacles et de défis qu'il dessine, le polissage du monde et des actions exécutables, non seulement dans le rendu esthétique de l'œuvre, visuel et sonore, mais aussi par le choix des effets de réel proposés, EG, des étincelles produites lors d'un coup porté sur certains matériaux. Enfin, l'ancrage métaphorique choisi pour donner du sens à la simulation vidéoludique, son univers narratif, une même mécanique de jeu, Rockstar Games nous l'a démontré sans vergogne, peut se déployer dans les rues d'une ville moderne motorisée, dans le désert accidenté d'un Far West crépusculaire ou selon les codes des apostrophes. Un polar se déroulant dans le Los Angeles de 1947. Les principales expériences décrites comme répondantes à cette notion de game feel sont la sensation jouissive de contrôle, le plaisir de parfaire son adresse, l'extension de ses sens, l'extension de son identité ou l'interaction avec une réalité physique pleine et entière. L'art du game feel est difficile et les jeux qui marquent sont ceux qui savent trouver leur martingale. Cette notion pose à la fois la spécificité du médium vidéoludique,
son enjeu crucial est ce qui va être la base sensationnelle pour créer une œuvre non plus expressive, mais inspirante. À cette couche sensitive, le créateur va alors pouvoir tenter d'adjoindre une couche affective. Maîtrisant les rouages qui produisent une sensation dans le joueur, il pourra essayer de les décliner afin de générer des sentiments particuliers chez l'interacteur. À partir du moment où le joueur est impliqué, plié, enroulé dans l'œuvre, intriqué dans sa trame et son devenir, il doit pouvoir laisser le sens de celle-ci l'inspirer, souffler à l'intérieur de lui et l'émouvoir, le sortir de son état premier, selon une modalité presque sensuelle et intime. Cette inspiration des affects nous semble engendrée par l'entrelacement de 3 approches. La première est esthétique, c'est elle qui insiste sur l'immersion du joueur dans son univers de jeu, on pourrait l'appeler l'ambiance. Créer une ambiance de jeu, originale et captivante, n'est bien sûr pas qu'une question de moyens ni de résolution d'image. Certes, la tendance actuelle à proposer des jeux permettant de déambuler dans des environnements aussi réalistes que magnifiques, où chaque son, chaque texture, chaque ombre semble avoir été designée dans un but contemplatif et poétique, comme pour extraire l'avatar de son rôle d'aventurier et faire redécouvrir la beauté et la quiétude aux joueurs surstimulés, montre à quel point cette dimension est au cœur des problématiques d'immersion. Cependant, des jeux plus stylisés ne sont pas moins valeureux, comme le prouve le noir et blanc de Limbo, Playdead 2010, le pastel sombre d'Oxenfree, Night School Studio 2016, le monde aquatique des apostrophes, Abzu, Giant Squid 2016, le dessin léger de Child of Light, Ubisoft Montréal 2014, ou le minimalisme de Return of the Obra Dinn, Lucas Pop 2018, sans parler des jeux d'horreur dont l'âme et la réussite se résument souvent à cette question d'ambiance. L'inventivité du gameplay, véritablement mise en jeu, comme on parle de mise en scène au cinéma, est un ressort important de cette mise en disposition du joueur, en proposant au joueur des séquences de manipulation reflétant l'action en cours. Recréer une sensation, s'interroger sur l'effet que fait ce que je fais, plonger le joueur dans un univers incroyable ou inapprochable, l'espace infini, les profondeurs océaniques. Telle est l'ambition de bien des artistes modeleurs d'univers visuels ou sonores. La deuxième approche est narrative, elle s'évertue à créer l'empathie du joueur pour son avatar et les autres protagonistes, elle tourne autour de la jeunesse d'une émotion. Elle vise à produire un moment d'intimité forte avec le joueur, le voir pris non seulement aux tripes mais au cœur, lui arracher une larme qui ne serait pas vulgaire, ou lui faire simplement éprouver un sentiment naissant qui le change. On sait comment la théorie des neurones miroirs explique la sympathie que nous ressentons quand nous voyons un autre être vivre une situation donnée. Les zones de notre cortex s'animent comme si nous éprouvions nous-mêmes la situation. Mais ici la sympathie se mue en empathie car les actions de notre personnage ne sont pas celles d'un autre mais bien les nôtres. Les scènes domestiques de Heavy Rain, Quantic Dream, 2010, sont touchantes et faites pour impliquer toujours plus le joueur dans la vie de ses avatars. Les vies fragmentaires qui se devinent dans Dear Esther, The Chinese Room 2012 ou dans What Remains of Edith Finch, Giant Sparrow 2017, touchent plus que bien des romans. Les jeux de Fumito Ueda sont peut-être parmi les premiers à avoir travaillé les relations entre avatar et un protagoniste, cheval, princesse, créature ailée, afin qu'elles aient une répercussion sur l'émotion du joueur. La troisième approche est dramatique. Elle consiste à responsabiliser le joueur vis-à-vis des actes de son avatar, elle organise la liberté créatrice du joueur. Le joueur s'implique parce qu'il est concerné par l'avenir de son avatar et de son aventure, et il l'est d'autant plus qu'il constate à quel point ses choix influent sur le déroulement du jeu. Se sentant libre de créer ses propres chemins dans le territoire virtuel du jeu, il se trouve responsable du devenir de ses protagonistes. Cela va bien au-delà de la séquence d'action propre au franchissement d'un obstacle. Cela concerne les choix moraux, sociaux ou dramatiques que le joueur prend et qui, dans les jeux les plus riches, s'avèrent lourds de conséquences. Les visual novels proposent souvent un choix en fin de dialogue pour réorienter le discours selon la préférence du joueur, qui sait qu'il touche là, chaque fois, à un embranchement subtil le menant à des ports différents, car il n'y a pas forcément de bons ports, simplement des cheminements distincts qui se concluront diversement. Life is Strange, Dontnod Entertainment, 2015, illustre exemplairement cette mise en responsabilité du joueur, l'avatar pouvant remonter le cours du temps afin de changer un destin fatidique et réécrire une nouvelle histoire, la sienne. Le tout concourt bien, et de façon de plus en plus subtile et réussie,
à faire naître des sentiments puissants chez le joueur impliqué. Une tendance récente dans le jeu vidéo en est peut-être le fer de lance, celle des jeux autobiographiques, celle que le théoricien et game designer Sébastien Genevaux appelle les jeux expressifs. Le concept de jeu expressif renvoie à un jeu proposant au joueur de se mettre à la place d'autrui pour explorer ses problèmes psychologiques ou sociaux, et ainsi de faire l'expérience des dilemmes moraux et éthiques qui en résultent. Or elle irrigue bien plus largement. Le jeu The Pass, Tale of Tal 2009, par exemple, plonge le joueur dans une leçon de vie onirique, lourde de fantasmes larvés. Contrôlant successivement 6 avatars plus ou moins âgés du chaperon rouge, le joueur ne se frotte à la vie qu'en désobéissant à l'ordre explicite du jeu. Rester sur le chemin, rencontrant des loups à la figure changeante et explorant ainsi une facette du devenir femme. La pensée modulaire. S'il est bien un acte de création, le geste du créateur de jeux vidéo ne relève pas d'une pensée plastique telle que les beaux-arts nous ont habitués à la comprendre. Celle de l'artiste plasticien est une pensée équivoque, en acte et en corps, où la matière s'affronte physiquement, où l'accident survient et qui se déploie selon les failles du médium et l'intimité du corps créateur. Elle est foncièrement physique, inexplicable, non schématisable. La pensée créatrice que la technologie amène est algorithmique. Elle tient tout entière en ses schémas, l'étalement de ses procédures, la symbolisation codée de tout son spectre d'apparition, son DSE, synoptique. On pourrait encore préciser le type de pensée créatrice à l'œuvre dans le jeu vidéo, en la caractérisant comme une pensée hyperanalytique et même modulaire, puisqu'elle travaille souvent par fonction, traitant des modules de données les uns après les autres. Comment se déroule le travail de conception du créateur vidéoludique ? Que fait-il ? Quelles étapes suit-il ? Le créateur vidéoludique travaille par strates successives, concentriques, s'appliquant chaque fois sur un aspect fonctionnel ou mondain du jeu à venir. Tel narrative designer nous expliquait qu'il s'appliquait à travailler par strates. D'abord la mécanique de jeu, puis l'univers dans lequel elle va s'inscrire, puis le type de personnage qui le peuple et enfin l'histoire qui va s'y dérouler. C'est ainsi qu'un jeu se conçoit, comme un organisme fait d'un squelette, d'un réseau sanguin, de nerfs, de muscles, etc. Il s'agit toujours de revenir sur le métier, pour ajouter une nouvelle couche fonctionnelle. Photoshop a habitué les artistes numériques à travailler par calque. C'est cette technique qui prévaut toujours. Dans notre cas, chaque couche est fonctionnelle, participant à la production de travaux toujours plus fouillés et denses. Notons que cette approche est autant épique phylogénétique. L'histoire du jeu vidéo montre que ces mêmes couches se sont aussi ajoutées au fur et à mesure de la maturation du domaine du jeu vidéo. Le créateur vidéoludique travaille en proposant un florilège d'options, à valider ou à choisir. Les possibles de l'artiste vidéoludique sont sans limite a priori, mais chacun a un coût et un intérêt propre. Il est aussi important de savoir ce que contiendra le jeu, que de trancher sur ce qu'il ne contiendra pas. Combien de races différentes peupleront l'univers ? Quels types d'objets seront disponibles ? Quels niveaux de détail visuel seront les leurs et quelles fonctionnalités déclencheront-ils ? Les logiques propres à l'œuvre seront ici rejointes par des logiques technologiques et économiques pour élire les options retenues. Le créateur vidéoludique travaille en proposant une histoire en miettes, une histoire contée par bribes, une histoire à disséminer en lambeaux. En cela, le travail du scénariste de jeux vidéo n'a que peu à voir avec celui de l'écrivain. Son récit se déploie selon divers procédés, actions, images, son, texte. Il doit donc exploser son histoire dans autant de briques de nature différente. Quant au texte, il est lui-même éparpillé entre différents vecteurs narratifs, voix hors champ, panneaux signalétiques, objets informatifs, dialogues, qui distribuent les bonnes informations, souvent changeantes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.